Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel Extra Club en direct de la Maison de l'APM. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dick Howard, professeur de philosophie politique à l'université Stony Brook à New York. Dick, merci d'être là avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, au contraire. Vous avez été l'élève de Paul Ricoeur, rien que ça. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Esprit et vous avez publié de nombreux ouvrages en français comme en anglais qui vous valent d'être souvent invité sur les plateaux des médias et d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors évidemment, vous allez être aujourd'hui avec nous pour nous expliquer, nous aider à décrypter l'élection de Donald Trump, qui est donc le nouveau président des États-Unis. Oui. Mais tout de suite, j'insiste, tout comprendre n'est pas tout pardonner, mais quand même, il faut comprendre avant de critiquer. C'est donc pour ça qu'on est là. Formidable. Quand on a commencé à préparer cet Extra Club, c'était à la mi-octobre, vous aviez l'air assez confiant dans la victoire possible d'Hillary, même si vous étiez assez prudent quand même. Et finalement, Trump a quand même gagné. Dans les grandes lignes, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé ? Il y avait plusieurs choses positives et négatives. D'une part, les sondages semblaient être de plus en plus exacts et favorables. Et puis, bon, c'est pas comme ça. On a eu un autre phénomène qu'on pourrait décrire comme le ras-le-bol, que les gens en avaient marre. Et du coup, c'est ce sentiment qui a pris le dessus. Et à la grande surprise de tout le monde, y compris moi-même, Trump est passé de peu. Mais il y a d'autres explications, on va certainement y aller en plus de détails. Vous parlez de ras-le-bol, justement. Est-ce que c'est un vote pour Trump? Est-ce que c'est un vote contre Hillary? Est-ce que c'est un vote contre la politique? Je dirais que c'est un vote contre la politique, enfin ce que j'appelle moi dans un nouveau livre l'anti-politique, le refus de la politique. C'est certainement pas un vote pour Trump en tant que tel, parce qu'on ne sait pas ce qu'est Trump, il dit tout et le contraire. Mais c'est aussi certainement un vote anti-Hillary et anti-système. En préparant, vous me disiez carrément, ce type c'est Coluche. Oui, sauf que Coluche était généreux. Trump, c'est de l'autosatisfaction, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui-même. Même cette politique qui poursuit et qu'on va discuter plus en détail, on le comprend en grande partie du fait qu'il est un magnate de l'immobilier. Comment on a pu voter pour lui alors? Comment tant d'électeurs, notamment dans la Rust Belt, qui était très démocrate, comment ces gens-là ont-ils pu... Ça, c'est un phénomène, regardez le Front National dans le nord de la France. C'est un phénomène de la disparition des forces syndicales, disparition des aciéries et autres grandes industries. Et du coup, quelqu'un vient et il va proposer, tiens, je vais doubler le produit national brut, je vais faire revenir l'acier, je vais faire revenir le charbon. Alors, vous prenez vos vœux, ou ses vœux, vos vœux plutôt, pour la réalité. C'est ce que vous appelez la pensée magique? Absolument. J'ai dit ça dans un papier que j'ai publié dans Le Monde, vraiment 3 ou 4 heures après les résultats. Le journaliste m'a appelé et j'ai parlé là justement de la coexistence, si l'on veut, de deux nations, si l'on veut. Je citais une fameuse citation de Benjamin Disraeli, le Premier ministre britannique au 19e, qui parlait de deux nations face à face, qui n'arrivent pas à se parler, qui n'arrivent pas à s'entendre. Mais j'ajoutais que justement, en Angleterre à l'époque, s'est développée une social-démocratie qui faisait un peu la médiation. La question que je posais alors, c'est qu'est-ce qu'on va voir pour ressouder ces deux nations au XXIe siècle? Je n'ai pas la réponse, on va en parler, voyons. Et dans cette partie de la nation qui a voté pour Trump, cette partie qui est
qui a peut-être un peu peur du déclassement? C'est ça, ce serait une explication? Déclassement, c'est peut-être le mot étymologiquement exact, dans le sens qu'il n'y a plus de classe au sens, disons, du 19e siècle, au sens marxiste ou socialiste ou comme on veut. Il y a plutôt des statuts. Et on a un statut, c'est-à-dire qu'on a une vision, on a une conscience de ce qu'on est dans la société. On a une place, on a du travail, on a des enfants dont l'avenir est plus ou moins certain, tandis que là, vous n'avez ni travail. Vos enfants, si ils vont à l'université dans les situations américaines, ils vont s'endetter pour payer les droits d'inscription qui sont énormes. Et donc, vous ne voyez plus de quel côté tourner et vous êtes fâché. Il y a aussi, bon, on a parlé de rage, le mot plus juste, je crois, c'est un ressentiment. Il y a un ressentiment et on pourrait ajouter, comme on est en France, on pourrait ajouter que ces gens souffrent peut-être de ce que Durkheim, à la fin du dernier siècle, appelait la anomie, absence de nomos, absence de cadre dans lequel se situer. Vous me parliez même de parano quand on a échangé. Parano dans le sens, dans un double sens, parce que, comme on dit souvent, les paranoïaques ont souvent des ennemis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on est, on craint pour sa situation, et on a peut-être bien raison de craindre que l'industrie ne va pas revenir comme ça, par exemple, le taux de chômage aux États-Unis, au pire moment de la crise, était à 10-11%. C'est actuellement à 5%. Mais qu'est-ce qu'on a comme travail? Là, on travaillait dans les aciéries, par exemple, on gagnait $30, $40, on avait une assurance santé, etc. Actuellement, qu'est-ce qu'on trouve comme travail? C'est dans les services, c'est dans les grands magasins, vous gagnez la moitié, un tiers de ce que vous gagniez avant. Donc, vous êtes, encore une fois, vous dites déclassé, c'est peut-être votre côté français, je dirais que vous avez perdu votre statut. Mm-hmm. Donc ce sont des gens à qui Trump finalement est venu vendre un nouvel idéal. Absolument. Et non, peut-être on ne pourrait pas dire ça, peut-être qu'on devrait dire qu'il a nourri le ressentiment et à travers cette manière de nourrir, de jeter de l'huile sur le feu, il a en même temps réussi à faire passer autre chose, à faire passer non pas tant un idéal, mais plutôt un espoir. Mais un espoir, disons-le aussi, réactionnaire, dans le sens qu'on réactionne littéralement, dans le sens qu'on veut revenir au passé, un passé mystifié. On se referme et on se replie sur soi. Et on peut dire aussi, quand Trump dit « Make America Great », à quelle Amérique pense-t-il? Il pense à l'Amérique des années 50, où, par exemple, il n'y avait pas l'immigration, il y avait pas... C'était avant le mouvement des droits civiques, c'était avant le mouvement féministe. C'est une Amérique, disons, maintenant, dans le sens politique du terme, réactionnaire. Oui, mais ce que je me disais en vous relisant, c'est ce slogan de Trump, on l'a tous bien en tête, et quelque part il est très vendeur, celui d'Hillary. En y réfléchissant, je ne me rappelais même pas, j'arrivais même pas à me rappeler de son slogan. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'idéal? Est-ce qu'elle n'a pas raté ce coche de créer un idéal? Elle candidatait pour manager la société américaine. Et les managers, mes excuses à ceux qui nous écoutent, mais les managers souvent manquent d'imagination, ils préfèrent l'ordre. Ils préfèrent la routine. C'est pour ça qu'ils viennent à l'APM, c'est pour sortir de absolument, cette routine. Absolument. Mais ils sont pas, comment dirais-je, c'est pas eux qui vont élire le prochain gouvernement de la France, soit dit en passant. Certes, certes. À l'inverse, vous me disiez que lui, Trump, avait fait plutôt de la macro-politique, avait eu cette vision un peu plus globale. Ouais. Oui. Là, c'était intéressant à regarder les deux campagnes. C'est encore une raison pour laquelle on pouvait penser qu'Hillary gagnerait. Elle avait appliqué
tout ce qu'il y a de scientifique, les datas étaient accumulées, distribuées, etc. Puis elle avait beaucoup d'argent pour faire des pubs. Et troisièmement, elle pouvait engager des gens pour faire campagne, pour aller de porte à porte, pour s'assurer que les gens viendraient voter, etc. Donc on pensait, encore une fois, que c'était plié. Lui, au contraire, il a ajouté à cette impression de deux manières. D'une part, il y avait les débats. Il se faisait fort de ne pas préparer pour les débats. Il disait, j'ai pas besoin, bon, c'est vrai qu'il fait des réalités shows, il est très bon dans cette affaire-là, mais d'autre part, il ne faisait pas, disons, de la porte à porte, il faisait plutôt des rallyes, des grands meetings, et ça semble avoir marché. Ça m'a fait peur, il faut le dire, ça m'a fait peur parce que j'ai quand même, vous dites que je suis philosophe et politicologue, mais je fais aussi de l'histoire, évidemment, et je pense à ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres en Italie, en Allemagne, etc. Et quand Trump a fait son discours à la Convention républicaine, et terminé par la phrase je suis votre voix, il n'y a que moi qui peut vous sauver. Bah, j'avais quelques frissons, j'aimais pas ça. Ça rappelle quelques mauvais souvenirs, effectivement. Oui. Alors, tout ce programme qu'il a prévu, qu'il a proposé pendant sa campagne, tout ce programme qu'il a prévu de faire passer, est-ce qu'il va vraiment pouvoir le faire passer? Est-ce qu'il y a des remparts constitutionnels qui vont l'empêcher d'aller dans ses idées les plus folles? La question est importante et si vous me la posez demain, je ne sais pas si je donnerai la même réponse. Vraiment, je vacille parce que il a un côté autoritaire, il a un côté, comment dirais-je, son copinage avec Poutine, pour donner cet exemple, il a cette tendance à, non pas à manager cette fois, mais à gérer, à diriger dans le sens fort du terme. Et on peut craindre le pire, on doit craindre le pire par ailleurs. En même temps, le système américain, la séparation des pouvoirs joue un rôle. Et il n'est pas sûr que, par exemple, il peut convaincre le Congrès, malgré le fait que le Congrès a une majorité républicaine, il n'est pas sûr qu'il puisse faire passer toutes ces choses-là parce que le Parti républicain est aussi divisé, il y a des intérêts différents. Donc là, nous sommes dans une situation où pour au moins un an, peut-être plus, on ne saura pas. Et il faut faire très attention. Donc ce sera peut-être notre petite note d'espoir pour conclure cette première partie d'échange avant de prendre les questions de nos adhérents. Le seul espoir qu'on puisse avoir pour l'instant, c'est qu'il a l'air, en tout cas dans ses premières prises de parole en public après son élection, de mettre en sourdine un certain nombre de ses projets, de se calmer un peu sur certaines de ses... Comme diraient les Français, il met de l'eau dans son vin, mais en même temps, il a repris son Twitter. C'est vrai. Et il n'arrête pas de lancer des choses. Il semble que c'est un homme qui ne dort que 3 heures. Et donc, à 3 heures du mat, il est capable d'être offensé par je ne sais pas quelle remarque. Et il dégaine sur Twitter. Et voilà. Alors, on va prendre les questions de nos adhérents. On a un certain nombre de questions qui avaient trait justement au danger que représente Trump, à ce qu'il pourrait mettre en place et aux garde-fous constitutionnels. Oui. On avait une question qui était « Les États-Unis sont une démocratie ?» Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Mais vous allez nous décrypter ça. En quoi faut-il s'inquiéter du pouvoir d'un nouveau président? Quelle est la limite du danger? Est-ce qu'il y a un vrai danger? D'abord, le président des États-Unis n'est pas le président de la Ve République. Il n'a pas les mêmes pouvoirs. Il a certains pouvoirs exécutifs, comme tout exécutif. C'est-à-dire qu'il interprète la loi. Il décide, par exemple, s'il y a une loi sur les sans-papiers. Il peut l'interpréter de façon dure ou de façon plutôt tolérante. Obama, c'est intéressant, on ne remarque pas, mais Obama a quand même expulsé plus de 2,5 millions de sans-papiers. Quand Trump promet d'en expulser 3 millions maintenant, c'est ça? C'est intéressant. Il promettait
11 millions. Il est repassé à 3 millions là. Exactement. Et du coup, là encore, quand on a entendu cette phrase 3 millions, par exemple, ma femme s'est paniquée. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Elle est française, mais elle a un passeport américain quand même. Mais elle s'est paniquée dans le sens que qu'est-ce que ça va faire aux jeunes et tout ça. Mais finalement, on regarde ce qu'a fait Obama et il en a fait autant. Mais donc, pour revenir au pouvoir, donc il a le pouvoir d'interprétation des lois. Il est contraint quand même dans le sens que ce n'est pas lui qui fait les lois. C'est le Congrès qui fait les lois. Et c'est aussi le judiciaire qui les interprète quand il y a un litige. Là, l'un des pouvoirs de Donald Trump, du président, ça va être de nommer des juges à la Cour suprême, avec quand même consentement du Sénat. Oui, un juge pour l'instant. Il y a 8 juges. Mais qui peuvent faire passer la majorité côté ultra-conservateur. Et surtout, s'il nomme quelqu'un qui a, mettons, 45-50 ans, cette personne va être là parce que c'est nommé à vie. Pour longtemps, oui. C'est nommé à vie. Et la première chose qu'il a promise et qui lui a gagné le soutien des évangéliques, par exemple. C'était un peu surprenant d'ailleurs que les évangéliques le soutiennent, mais c'est parce qu'il promettait de nommer un juge qui opposerait à l'IVG, à l'interruption volontaire de la grossesse. Donc. Ok. Il a, cela dit, il a encore une fois mis un peu d'eau dans son vin. Il a quand même accepté de garder certaines mesures. Ce que vous disiez tout à l'heure, il est un peu, on ne sait pas trop s'il est intelligent et un peu modéré finalement, ou s'il louvoie pour essayer de garder garder un cap. Je crois que c'est un homme, j'allais dire sa vertu d'une certaine manière, c'est qu'il n'a pas d'idéologie. C'est curieux, c'est vraiment un pragmatique. Si on regarde son passé, bon, ses divorces, il a soutenu, par exemple, il était en faveur de l'IVG. Il est plutôt, il nous voit, je pense qu'il n'est pas esclave un peu de ses passions du moment, ou bien tout simplement qui veut faire des unes de la presse boulevard, si l'on veut. Mais justement, sur ce côté médiatique, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un gros pouvoir des médias, une responsabilité certaine des médias dans la création d'un espèce de monstre médiatique? Absolument. Absolument. Il y a deux choses. Il y a eu, il y a 20 ans, la création de ce réseau câblé télévisuel qui s'appelle Fox News. Réseau conservateur. Très conservateur, et qui, justement, a été fondamental dans sa montée au pouvoir. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que pour autant qu'il devenait populaire dans cette presse-là, la presse nationale, même New York Times ou Washington Post, reprenait ces arguments. Du coup, on a fait le calcul, il a eu un nombre incroyable d'heures de télévisuelles qui lui aurait coûté plus d'1 milliard de dollars s'il devait les acheter, ce qui explique par ailleurs qu'Hillary avait beaucoup plus d'argent pour sa campagne, mais lui a triomphé parce qu'il avait cette utilisation. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est les Twitter, c'est les Facebook, et c'est la manière dont des rumeurs se répandent. Par ailleurs, encore une petite chose, avant de reprendre une autre question, mais comme on disait, on parlait de la question de statut de ces gens qui ne savaient plus où ils se trouvaient dans la société. Du coup, ces gens-là sont très susceptibles aux théories de la conspiration. Et ces théories... Qui sont très alimentées par l'évolution du numérique et tous les réseaux sociaux. Absolument, absolument. Et on peut dire, tiens, ben, j'ai vu la preuve que, je ne sais pas, les Twin Towers explosaient, non pas à cause des avions, mais parce que le FBI ou le CIA ou je ne sais pas quoi avait mis une bombe. Alors, enfin, passons. Bon. On avait d'autres questions aussi sur le côté un peu constitutionnel, sur le système des grands électeurs qui est évidemment très différent de celui de notre 5e République. Ouais. Comment on peut expliquer que le président qui soit élu maintenant
ne soit pas celui du peuple, puisque Hillary était en avance sur le décompte de voix totales, et qu'en plus, toutes les voix n'ont pas encore été comptées. Absolument. Toutes les voix des votes, le vôtre notamment, vous oui. me disiez, oui. N'ont pas été comptées. Parce que c'était envoyé par courrier. Voilà. Qu'est-ce qui explique que le président élu soit un président des grands électeurs, finalement, plutôt que celui du peuple? Ça revient finalement à la création des États-Unis, parce qu'il y avait les 13 colonies qui s'étaient libérées de l'Angleterre, et ils se rendaient compte qu'il fallait s'unir, un peu comme l'Europe face à la situation actuelle. Mais comment? Du coup, une solution démocratique, de démocratie directe, aurait favorisé les grands États. Et donc, pour convaincre, je parle de Rhode Island, mettons, qui est tout petit, de s'allier avec la Virginie dans un pays, il fallait des compensations. Du coup, on a décidé que chaque État aurait d'abord 2 grands électeurs pour ces 2 sénateurs, et puis, selon le nombre d'habitants de l'État, on aurait d'autres grands électeurs. Et donc, l'idée, c'est justement de panacher la démocratie, si l'on veut. Le problème, c'est évidemment, maintenant, vous regardez les petits États et vous regardez ensuite la Californie. Mettons, prenons le Montana, qui est tout petit au nord-ouest. Ils ont 3 votes, 3 grands électeurs. Mais la population est de à peu près 900 000. Vous prenez la Californie, c'est vrai qu'ils ont dans les 54 voix électorales, mais ils ont combien de millions de citoyens? Ce qui fait que, par exemple, un citoyen du Montana pèse 4 fois, 5 fois plus qu'un citoyen de la Californie. Alors, ce n'est pas tout à fait un système démocratique. Et il y a, pour réformer, comme c'est dans la Constitution, il faudrait un amendement. Mais pour qu'un amendement soit accepté, il faut 2/3 des États en sa faveur. Alors, le Wyoming et tous les autres ne vont pas se sacrifier. Loin d'une possibilité de pouvoir renverser le... Oui, exactement. Ok. On a une autre question, alors là qui a plus trait à la politique intérieure et à ce qui peut se passer aux États-Unis. Y a-t-il vraiment un risque d'émeute civile aux États-Unis? Un risque de, pardon? D'émeute civile. Je craignais que si Trump était battu, il y en aurait peut-être eu, parce que lui, il parlait toujours d'un système où les dés étaient pipés. Et donc ses supporters auraient peut-être réagi de façon violente, d'autant plus que lors de ses campagnes, lors de ses meetings, il y avait des moments de violence. Maintenant qu'il est élu, ces gens-là sont tout à fait contents. Ce que vous avez des petites manifestations dans les villes, dans les grandes villes, et des gens qui disent il n'est pas mon président. Mais ça ne va pas très loin et ça ne va certainement pas vers l'émeute. Et par ailleurs, moi je dirais que ces gens-là se trompent finalement. Il est votre président et c'est à vous maintenant d'agir en citoyen, de faire en sorte qu'il n'excède pas les pouvoirs constitutionnels qu'il a légitimement gagnés. Mais depuis qu'il est élu, on voit aussi de plus en plus d'attaques plus ou moins violentes, mais sur des gens qui portent le voile, sur des Mexicains, sur des gens qui étaient des populations visées par Trump. Oui. Mais justement, hier, ou avant-hier, je ne me souviens plus, on l'a convaincu qu'il devrait intervenir. Il a dit aux gens, je ne veux pas de ces excès-là. On ne cautionne pas. Oui. Espérons qu'ils entendent. Il faut dire qu'aux États-Unis, il y a toujours des excès. Les rapports raciaux ne sont pas... pas apaisés depuis... oui, mais c'est le cas... comment dire, regardez ce que sont devenues nos sociétés. Je disais que les États-Unis, dans les années 50, c'était une société blanche, où les femmes n'étaient pas très présentes, etc. Donc, on comprend que ces gens qui ont perdu leur statut, qui n'ont plus de sens de leur vie, qui peuvent être portés à des excès, à un ressentiment
Ouais. On avait beaucoup de questions aussi. Alors, la transition n'est pas forcément heureuse, mais sur le parallèle qu'on pourrait faire et le boulevard éventuel que l'élection de Trump pourrait ouvrir à une élection de Marine Le Pen en France. Oui, je crois que c'est tout à fait plausible. La seule chose que j'ajouterais, en fait, c'est qu'on peut se demander si Alain Juppé ne deviendrait pas le Hillary Clinton de la France, celui que le système pousse vers la candidature et qui se montre, enfin, la France heureuse, bon, vous demandiez ce qu'était le slogan de Hillary Clinton, la France heureuse, ce serait bien, mais je ne sais pas ce que ce serait. Oui, si c'est aussi vendeur que le slogan de Trump. Puisqu'on s'est un petit peu éloigné des États-Unis et qu'on est arrivé vers de la politique un peu étrangère, il y avait aussi beaucoup de questions posées par nos adhérents sur les impacts potentiels de l'élection de Trump sur sa gestion de la politique étrangère, à commencer déjà par le Moyen-Orient. Ah. C'est une grosse question, ouais. Oui, faut dire d'abord que ce problème est un problème double. C'est un problème de politique étrangère et c'est un problème de politique domestique. Parce que quand même, il y a de fortes pressions. Non seulement, comment dirais-je, c'est intéressant. Il y a des pressions qui viennent de deux sources aux États-Unis, de la communauté juive d'une part, qui n'est pas très grande, mais qui vote. Et deuxièmement, il y a les évangéliques, pour lesquels, je ne sais pas si vous êtes calé en études. Non, mais dans la Bible, parce que quand même, le retour du Christ viendra quand on aura repris Jérusalem, qu'il y aura une grande bataille, etc. Donc, les Américains ont beaucoup de mal en politique domestique avec cette question israélienne. Et actuellement, le grand débat, c'est est-ce qu'on accepterait de transférer l'ambassade américaine qui se trouve actuellement à Tel Aviv vers Jérusalem. Car pour les Israéliens, Jérusalem unie est la capitale. Pour l'instant, les Américains ont toujours refusé. Trump a promis qu'il allait faire ce transfert. Maintenant, vous demandiez qu'est-ce qu'il va faire en politique étrangère. Il ne faut pas oublier que le président, très bien, il peut agir, il peut impulser, mais il faut mettre en œuvre. Et là, le département d'État, ça peut être un contrepoids. Mais ce que vous m'expliquiez, c'est qu'entre le moment où lui peut prendre cette décision et la clamer, et le moment où le Congrès décidera si oui ou non elle se fait, de l'autre côté, un Netanyahou, par exemple, peut ne pas attendre que la décision ait été vraiment ratifiée par le Congrès pour mettre la mesure en œuvre, ou comment... Il faut dire que en politique étrangère, le président a quand même beaucoup de pouvoir. Donc il pourrait décréter ce transfert. Sans ratification particulière. Oui, ça n'a pas, parce que ce n'est pas une loi. D'accord. C'est une décision c'est l'exécutif qui décide. Maintenant, est-ce que... Bon, comment dire? Là, il faudrait distinguer entre les États-Unis et la France dans un autre sens. Vous avez le Quai d'Orsay. Et quel que soit le président, c'est le Quai d'Orsay qui décide qui va être ambassadeur en Pologne, en Israël, etc. Et c'est quand même un système un peu plus rationnel et un peu plus... Le Quai d'Orsay est quand même... Le ministre des Affaires étrangères est quand même nommé par notre président. Le ministre. Mais ensuite, au niveau d'ambassadeur, par exemple, c'est organisé, tandis que, par exemple... Regardons les derniers quelques ambassadeurs américains en France. Ce sont des gens qui ont contribué beaucoup aux campagnes électorales de l'un ou l'autre président. Donc, ça fait que la nomination de l'ambassadeur en Israël, ça peut être justement quelqu'un qui
qui agit de façon plus ou moins indépendante, parce qu'il faut se souvenir que l'ambassadeur a beaucoup de pouvoir aussi. C'est lui qui va décider comment mettre en œuvre les décisions prises à Washington. Évidemment, on a aussi des questions sur Trump et Poutine. Ah, oui. On peut dire que, comment dirais-je, d'une part, les deux hommes peuvent s'admirer dans le sens que qu'ils admirent la puissance, qu'ils admirent la virilité, qu'ils admirent ces qualités autoritaires. Mais sur le plan géopolitique, qu'est-ce que voudrait en fait Poutine? Voudrait-il vraiment une alliance avec les États-Unis? Non. Il veut plutôt étendre, il veut recréer la grande Russie. Et deuxièmement, pour que ça se fasse, il veut aussi le désordre et la mise en question des valeurs démocratiques. Donc, et de l'OTAN au passage? De l'OTAN en passage, mais l'un des dégâts de cette élection, de cette campagne, c'est justement ça mettait en question les valeurs démocratiques. Si les États-Unis ne pouvaient pas faire une vraie élection, même les grands électeurs, si l'Amérique peut voter majoritairement pour Hillary Clinton et néanmoins le système baptise Trump, bon, c'est pas bon pour la réputation. C'est ce qu'on appelle en termes diplomatiques le soft power, n'est-ce pas? Le pouvoir de l'exemple, c'est mis en question. Donc je crois que Poutine est tout content du désordre et d'autre part, il y a des questions de détail, par exemple pour la Syrie. Là, je crains le pire pour ce qui est de la Syrie et je crains le pire aussi pour ce qui est de la Crimée et éventuellement le sud-est de l'Ukraine où Trump serait porté à dire bon, America first. Donc, je suis président américain, c'est pas ma responsabilité, voilà. Est-ce que, et c'est une des questions qui nous était posée aussi, est-ce que du coup c'est un risque ou une opportunité pour l'Europe? Est-ce que c'est pas l'occasion pour l'Union européenne de se redorer un peu son blason et de se redonner un peu de grandeur? Je crois que c'est pas seulement l'occasion, ça va devenir une impérative, car l'un de ces arguments à Trump, d'ailleurs qui reprend ce que disaient d'autres présidents, dont Obama et Bush, c'est que l'OTAN, pour prendre cet exemple, l'OTAN est financée actuellement à 75% par les États-Unis. Trump, avec sa priorité pour l'Amérique, dit tiens, c'est ridicule, il faut que vous payiez. Si vous ne payez pas, je vais retirer mes troupes. Et voilà. Donc, face à ce défi, surtout si on prend en compte l'Europe, l'ancienne Europe, c'est toujours l'Europe de l'Est, mais les anciens pays soviétiques, là, ça peut être effectivement un problème. Vous prenez les pays baltes, par exemple, vous avez, en Estonie, par exemple, vous avez une population de 40-45% de Russes. Et il serait facile pour Poutine d'annexer cette partie. D'annexer, non, il ferait un peu ce que Hitler a fait dans les Sudètes en 37-38. Il encouragera une certaine vision. Les Sudètes, où il y a une forte population allemande, justement, Hitler faisait en sorte qu'ils réclament leur annexation par l'Allemagne, alors que ces Russes, ou en Ukraine c'est encore plus évident, ils veulent faire partie de la Russie, de la Grande Russie. Pour rester sur ces questions un peu positives de leadership de l'Europe potentielle, on avait aussi une question sur le côté, sur la recherche scientifique
actuellement en cours aux États-Unis. Parfois, alors notre adhérent nous disait parfois extrêmes, comme les recherches qui sont faites par Google sur le transhumanisme. On sait que Trump s'est entouré notamment d'un créationniste. Est-ce que lui va du coup ralentir un peu ses recherches, puisque ce sont des choses auxquelles il ne croit pas vraiment? Ben, attention, là, votre adhérent dit bien que c'est Google qui est pionnier dans cette affaire. Je crois que ce serait un exemple que Trump voudrait suivre, parce que lui, justement, ce qui est privé, des très initiatives libéral, privées, libérales, c'est ce qu'il faut. Donc, il encouragerait, mais pas financièrement. Donc, il y a des encouragements et des encouragements. D'accord. Donc, on n'est pas encore sur une occasion rêvée pour l'Europe de reprendre le leadership sur ces questions de recherche. Si. C'est là où, justement, si l'Europe ne se saisit, ne se ressaisit et ne commence pas à agir comme une... comment dirais-je, j'allais dire une nation, ou du moins comme une entité ayant une volonté politique, on va avoir beaucoup de problèmes entre les États-Unis de Trump qui se retournent sur lui, la Russie de Poutine, puis il faudrait ajouter la Chine de M. Xi. Vous avez là des problèmes qui ne vont pas être résolus d'un jour au lendemain. Le danger est réel. Et donc l'Europe, si l'Europe ne pèse pas, elle va se faire manger par petites bouchées. Ça ne fera pas mal, mais petit à petit, ça fait mal. On avait une question aussi qui allait un petit peu dans ce sens-là, qui nous disait est-ce que c'est pas justement le moment où on arrive vraiment en bas de la courbe, on tombe au fond du seau, et c'est le moment justement du sursaut où on va peut-être pouvoir se réveiller. Est-ce qu'on arrive en bas de cette courbe? Est-ce que c'est la question de la globalisation qui sous-entend cette question-là? Ouais. Parce qu'on peut dire effectivement que, mettons en 1900, juste avant ou 1913, si l'on veut, juste avant la Grande Guerre, la globalisation était très poussée. Et vint la guerre, on se demande pourquoi d'ailleurs, peut-être que la Première Guerre et ce réveil de sentiments nationaux. On se souvient par exemple des socialistes, l'international socialiste en 1913 disaient non, on ne va pas se charcuter les uns les autres pour ces bourgeois nationaux. Et puis, voilà qu'on a eu la guerre avec tous ces patriotes. Et puis donc, il y a eu la courbe de la mondialisation qui baisse, et puis ça reprend quand exactement? Peut-être, curieusement, peut-être à la fin des 30 Glorieuses et leur équivalent ailleurs. Et du coup, cette mondialisation continue jusqu'en 2008. Et la crise économique. On n'a pas... Enfin, il y a eu un moment où l'Europe s'est ressaisie, d'ailleurs, il faudrait peut-être en parler à un moment ou à un autre, c'est quand même la dissolution de l'Yougoslavie, la guerre en Bosnie, etc. À ce moment-là, d'ailleurs, c'est intéressant, le financement de l'OTAN est passé de 75% américain à 65% américain, c'est-à-dire que les Européens se sont ressaisis. Est-ce qu'on va trouver un moment similaire? Difficile à savoir, mais effectivement, on peut se demander si justement 2008 était un peu le sommet de la courbe de mondialisation et qu'on est en train de baisser. Et puis, renaissance des États-nations ou possibilité d'une naissance d'une Europe unie, capable d'agir elle-même. Sur ce côté déglobalisation, démondialisation vers lequel Trump essaye en tout cas ce sont les promesses qu'il a faites, de refermer un peu les frontières et de se refermer sur l'Amérique, il y a quelque chose qui n'existait pas dans les précédentes courbes, dans les précédents moments, c'est tout ce qui est numérique, toutes les technologies numériques qui forcent un peu l'ouverture aussi. Là, il ne pourra pas... On a dit qu'il était fervent utilisateur de Twitter. Oui. Ce sont des choses contre lesquelles il ne pourra pas aller. Oui,
en même temps, ces moyens sont quand même à double tranchant. Effectivement, par exemple, on a parlé des révolutions arabes de 2011-2012, on a parlé justement du rôle des médias. En même temps, qu'en est-il de ces révolutions? Il n'y a que la Tunisie qui survit un peu, l'Égypte est redevenue dictature, etc. Donc, et puis, en Chine, ils ont très bien verrouillé le système de Facebook. Donc, c'est pas sûr. Ces moyens sont, me semble-t-il, à la fois décentralisés et néanmoins centralisés. Si Facebook décide... prenons l'exemple, Facebook a supprimé la photo, une fameuse photo, vous êtes un peu trop jeune peut-être pour vous souvenir, mais il y a une fameuse photo de la guerre du Vietnam, d'une petite fille... bon. La petite fille qui court et qui est en train de se faire brûler le dos. Exactement, et c'était supprimé parce que elle était nue. Oui. Pornographie, d'après l'algorithme. Donc, oui, ce sont les limites de l'ère numérique. Oui, absolument. Donc, on peut s'en servir, mais il faut aussi regarder les écueils. On avait aussi une question, pour rester toujours dans ces idées de fermeture des frontières, fermetures économiques aussi peut-être, puisqu'on a vu qu'il commençait à s'opposer un petit peu au traité qui était en cours de négociation par l'administration Obama. Ouais. On a un adhérent qui nous dit « Je dois créer une société aux États-Unis dans quelques mois. Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Est-ce que le protectionnisme va jouer contre... mon envie de m'installer là-bas? » Non, au contraire, je crois qu'on l'encouragera parce que ça crée du travail. Là où il aurait des problèmes, c'est que si jamais il crée cette société en France et il voulait exporter. Là, il aurait un problème, mais pour autant que ça reste sur le sol américain, je ne vois pas de problème. On encourage la création de valeur locale. Absolument. Et par ailleurs, ça me permet de revenir à quelque chose qu'on n'a pas dit pour l'instant. C'est la politique protectionniste qui va poursuivre et sa priorité sur l'Amérique l'encourage à faire ce que les démocrates souhaitaient depuis très longtemps, depuis la crise en fait, c'est faire un relancement de l'économie par la création d'infrastructures, d'investissements, et même les baisses d'impôts d'une certaine manière. Malheureusement, à mon sens, et malheureusement même on pourrait argumenter pour des raisons politiques aussi, il va baisser les impôts surtout pour les riches, mais néanmoins, c'est encore une fois une politique un peu keynésienne. Et du coup, ça pourrait aider finalement les États-Unis à créer du travail. Ce ne sera pas des aciéries peut-être, mais ce ne sera pas non plus, je ne sais pas, des petits jobs de nettoyage d'hôtel ou de travail dans un supermarché. Ce sera c'est un peu ce que d'ailleurs Roosevelt a fait pendant le New Deal, c'est-à-dire créer des infrastructures. Et puis, évidemment, si vous travaillez à créer un pont, mettons, ou remplacer un pont qui est en mauvais état, vous apprenez aussi des choses. Mais est-ce que le Parti républicain va le suivre sur un projet comme ça? Parce que ben voilà. Pas très libéral quand même, pas très... Exactement. Là, vous demandiez au tout début, tout le monde se demande d'ailleurs, pas simplement vous et ceux qui nous écoutent, mais on se demande quel pouvoir a le président. Ben voilà, au Congrès, il y a diverses factions. Il y a surtout, disons, la droite, enfin, ceux qui étaient à droite avant Trump en tout cas, voulaient réduire les déficits, avant tout, et pratiquer donc une politique, disons, assez restrictive. Et ils ne vont pas du tout être contents. Si Trump baisse les impôts et s'il dépense sur l'infrastructure, les deux ne vont pas très bien ensemble. Si vous baissez les impôts, ça fait déficit. Si vous dépensez sur des infrastructures, ça fait déficit. Donc c'est encore une promesse qui potentiellement ne va pas... Mais prenez l'exemple français, prenez les autoroutes en France.
Prenez même ce fameux aéroport qui va peut-être se faire, peut-être pas se faire. Notre-Dame-des-Landes, oui. Il y a des partenariats publics-privés. Oui. C'est un peu une spécificité française. Non. Vous avez la même chose. J'ai vu un reportage récemment, justement, de la Floride, où ils ont... Parce qu'on cède les droits à la compagnie en échange de quelque chose. Fait des concessions. C'est ça. Ouais. Ou à Chicago, ils ont cédé le droit de régler les parcs-mètres. Ça veut dire que la compagnie décide combien vous allez payer pour vous garer dans le centre-ville de Chicago. Ah ben, ils augmentent. Et vous ne pouvez rien. Prenez l'exemple de le bel exemple français là, en Bretagne, comment ils s'appelaient les parcs de péage. Oui. L'État a dû céder et payer la compagnie italienne, je ne sais pas combien de milliards, parce que bon. Donc ce serait la seule possibilité pour faire passer une telle mesure, en fait, de la faire passer au privé pour que ce soit décorrélé de l'État. Oui, et du coup, est-ce que c'est une bonne politique? Est-ce que c'est... Bon, ça peut créer de l'emploi, effectivement, mais ça peut poser d'autres problèmes. Vous avez en France d'autres exemples. Vous êtes maire d'une commune de 20 000 habitants. Vous voulez qu'on ait l'impression que vous avez bien travaillé. Donc, vous faites un contrat avec l'une des grandes compagnies de construction pour mettre, je ne sais pas, l'éclairage de la route. Et vous endettez votre commune sur 30 ans. Prochaine maire, qui sera socialiste peut-être, du coup, il ne pourra rien faire. Donc, il y a toujours les deux côtés de l'affaire. Oui, c'est toujours ce personnage dont on ne sait pas vraiment s'il est très malin, très raisonnable ou très fou. Oui, et ne pas se prononcer encore. Et c'est aussi quand même qu'il faut qu'il fasse avec le Congrès. Autre exemple, ce serait par exemple le charbon, le retour du charbon. Ce qu'il a promis aux États de la Rust Belt. Exact. Oui, enfin un peu plus bas. Kentucky, Virginie de l'Ouest, etc. Et puis à l'Ouest aussi, au Nord-Ouest. Mais vous faites ça, qu'est-ce que ça fait pour le climat? D'autre part, vous dites aussi il faut qu'on soit indépendante. Donc, on va faire des forages, on va faire le gaz de schiste, qui est beaucoup mieux pour l'environnement. Du coup, le prix du charbon c'est trop élevé. Donc, on est dans des contradictions. En parlant de climat d'ailleurs, on a une question sur la position de Trump et des États-Unis. Du coup, il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur les accords de Paris, qui ont été signés l'an dernier, et le fait que Trump va potentiellement essayer de sortir les États-Unis de ces accords-là. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là-dessus? Il y a deux choses. D'une part, le Congrès. Le taux de climato-scepticisme aux États-Unis est terrifiant. Et vous avez parlé de ma thèse sur la pensée magique. Là, c'est un peu l'inverse, finalement. On ne peut pas voir. Oui, exactement. Et donc, que va faire les États-Unis? Bon, le président ne peut pas transformer le traité. Il peut proposer des renégociations et il peut même imposer des renégociations pour autant que, comme il est exécutif, donc il doit exécuter les traités. Alors il peut faire ça d'une manière, disons, souple, ou il peut faire ça d'une manière sérieuse. Il va faire plutôt... comme on dit, c'est un peu comme les Coca-Cola Light, n'est-ce pas? Il ne va pas y aller fort. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment un problème. Et je ne sais pas comment ça va changer. La volonté de ne pas croire à la science,
aux États-Unis ne cesse pas de m'étonner, mais c'est peut-être justement, ça fait partie, cette attitude fait partie peut-être de cette révolte contre Mme Clinton, contre le Parti démocrate, qui est justement trop manager, donc trop rationnel, et du coup trop élitiste. Parce que finalement, c'est un mot qu'on n'a pas employé encore. On devrait, c'est ma faute, on devrait dire aussi que cette élection reflète une attitude anti-élitiste qui a toujours existé aux États-Unis depuis le début du pays. Vous aviez toujours, les deux partis, vous aviez toujours un parti qui était plutôt, qui représentait l'élite, une élite parfois éclairée, parfois une élite, disons, oligarchique de l'argent. Et puis, on avait une tendance populiste qui pouvait être progressiste ou qui pouvait être aussi, disons, réactionnaire, raciste et tout ce que l'on veut, nationaliste, etc. Donc, on a eu aussi un ras-le-bol de ces élites et de cette représentation-là. Absolument. Il y a un livre d'un historien qui a été écrit dans les années 50 qui est une histoire de l'anti-intellectualisme aux États-Unis. Et je me souviens quand j'ai lu ça, j'étais étudiant, je penchais du côté des anti-intellectuels. Je n'aimais pas les élites. Il y a quelque chose du caractère américain et c'est l'une des distinctions que j'essaie d'élucider quand je parle de la France et des États-Unis et que je fais la comparaison. J'honore suffisamment la méritocratie française et cette image de l'école du 19e siècle. Oui, mais on a quand même finalement, on est représenté aujourd'hui par des hommes politiques en France qui critiquent tous les élites, mais sont tous sortis du système d'une façon ou d'une autre. Et moi qui lisais ce livre, j'étais quand même à l'université. On était dans les années 60, il y avait peut-être 20% de la population qui allait à l'université. En plus, c'était une université soi-disant d'élite. Donc effectivement, vous avez tout à fait raison, et c'est quelque chose qu'il faut continuer à noter à l'égard de ce genre comment dirais-je, de raisonnement polémique. Raisonnement polémique qui n'est pas une polémique raisonnable. Voilà. On avait aussi une question, on a parlé du protectionnisme tout à l'heure. Est-ce qu'on a une petite idée de ce qui va se passer sur la position que va prendre Trump et son gouvernement sur les accords commerciaux qui sont en cours de négociation? On a le TAFTA. Bye bye. Ouais, fini. Oui, c'est fini. Ça, c'est fini. Il n'y a pas de chance. TAFTA. Ce qui sera intéressant, ce sera ce qu'il va faire avec l'ALENA, qu'on appelle qui sont des vieux accords, enfin qui sont des accords en place depuis... Qui datent du temps de Clinton. Ouais, et, 95, je crois, quelque chose oui, comme ça. oui. Et c'est avec le Canada et le Mexique. Il parle de mettre fin à cela. Il blâme ces accords pour avoir encouragé le déménagement des usines, etc. Et donc, il dit qu'il va mettre fin à cela. Deux choses à dire là-dedans. D'une part, en général, on dit que cette mondialisation coûte à la classe ouvrière parce que on va dénationaliser les industries, si l'on veut. Mais en fait, il y a autre chose. Ce qui accompagnait ce mouvement de traité de libre-échange, c'était aussi la déréglementation domestique. Et si on parle de mondialisation, globalisation, il y a deux choses. Il y a la financiarisation déréglementée qui nous a amené 2008, n'est-ce pas? Et puis il y a aussi la mondialisation, globalisation matérielle. Par exemple, l'ALENA permet justement la création d'une, comment dirais-je, de l'unité d'un continent. Il y a des chaînes qui tournent et qui se renforcent les unes les autres. Donc,
je crois qu'on peut raisonnablement s'opposer à la financiarisation. Mais pour ce qui est de cette mondialisation matérielle, je crois qu'il faudrait regarder à 2 reprises. Oui, c'est déjà bien engagé. Je dirais, c'est engagé pour du bien. C'est autre chose. Je crois que disons, l'homme moyen, la femme moyenne, bénéficie de la mondialisation matérielle. Enfin, c'est la vieille théorie de Ricardo, des économistes du 19e siècle. Tandis que la financiarisation, je crois que ce n'est que quelques-uns, quelques fondations, etc., qui en bénéficient. On va prendre une dernière question qui nous ramène sur la politique interne, sur l'équipe de Trump. La question, c'est l'équipe de Trump, c'est qui? A-t-il une équipe suffisamment étoffée en nombre et en compétences pour gouverner? Sachant qu'il n'a pas encore annoncé tous les postes. Oui. Non, il faut dire d'abord il a 4100, un peu plus de 4000 postes à remplacer. Ouais. De cela, il y a 160, me semble-t-il, qui doivent être passés par le Sénat. Validés par le Sénat? Oui, être validés par le Sénat. Ensuite, ce sont des postes de secrétaire d'État, assistant, etc. Et maintenant, qui? Bon, d'abord, il a annoncé déjà, il a pris une décision intéressante. Il a annoncé comme chef de cabinet, là, il y a un mot français. Oui, je ne l'ai pas noté malheureusement. bon, alors, chef de la Maison-Blanche, ouais. Il a nommé l'ancien chef du Parti républicain. Ouais. Donc c'était un choix, comment dirais-je, calmant. Raisonnable, oui. Et puis, son deuxième conseiller va être ce type qui s'appelle Steve Bannon, qui vient de la droite extrême, ce qu'on appelle la alt-right, et qui, lui, si vous lisez ses déclarations, Jean-Marie Le Pen aurait honte, parce que lui, il est plus extrême que Le Pen. Antisémitisme, etc. Bon. Alors, les uns disent, bon, c'est une vieille idée de management, on veut une équipe de rivaux pour se contrebalancer. Pour s'équilibrer. D'autres disent que l'accès de M. Bannon, donc de cette droite extrême à la Maison-Blanche, risque d'avoir des conséquences à plus long terme pour ce qui est du côté autoritaire du gouvernement. Et des décisions conservatrices. Et puis, deuxième chose, donc, pour le personnel, pour la politique étrangère, vous aviez quelques lettres publiques par des anciennes diplomates républicains qui disaient « jamais Trump ». Et comme Trump a une mémoire vengeresse, ces gens-là, donc on va perdre quand même beaucoup de talent. Alors, qui va être maintenant, on se pose la question, qui va être prêt à entrer dans un gouvernement Trump? Parce que certaines peuvent dire, tiens, ben, je ne veux pas me salir, je ne veux pas, etc., y compris du côté républicain. D'autre part, il y a les opportunistes. Pour l'instant, son chef de transition, de régime de transition, était l'ancien gouverneur de la New Jersey, qui était un homme... Du parti, lui, pour le coup. Un homme du parti... Oui, mais il avait candidaté pour la présidence, il a été battu, il est en disgrâce actuellement dans son État, il n'a aucun avenir politique, si ce n'est... Même chose, deuxième conseiller de Trump qui risque d'être le responsable de la justice, c'est l'ancienne maire de New York qui ne craint pas de s'abaisser à des points ridicules. Et puis, troisièmement, c'est Newt Gingrich, qui est l'ancien président de la Chambre, qui a dû partir en disgrâce et qui, encore une fois, cherche à revenir. Et puis, il y a les opportunistes. Il y en a toujours, il ne faut pas s'en étonner. L'appétit du pouvoir est tel. Et puis, quand même,
si je sers dans un gouvernement, j'aurai une belle carrière de lobbyiste par la suite. C'est sur ces magnifiques mots qu'on va terminer, Dick. Je vous remercie beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Merci aux adhérents qui nous ont suivis et à très bientôt pour le prochain Extra Club.